Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022. Et c'est un face-à-face qu'on vous propose aujourd'hui en compagnie du docteur Foucault Chamings. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue spécialisé dans l'imagerie mammaire à l'Institut Bergonié de Bordeaux. On va parler avec vous dépistage des cancers du sein et notamment sur cette thématique que vous avez modérée en session, à savoir les freins au dépistage du cancer du sein. Quelle voie d'amélioration? C'est la question posée. D'abord, soyons pratiques et concrets. Qu'est-ce qu'on entend par dépistage du cancer du sein? Alors le dépistage, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en France, il y a donc deux circuits de dépistage un petit peu différents. On a d'une part le dépistage organisé, qui se caractérise par le fait que les patientes de 50 à 74 ans sont appelées par courrier pour venir faire une mammographie tous les 2 ans. Donc elles viennent dans leur centre faire leur mammographie et ensuite cette mammographie est envoyée à un centre régional pour qu'il y ait une deuxième lecture. Et puis en parallèle, on a le dépistage individuel. Donc là, c'est vraiment un dépistage qui va se faire sur prescription du médecin traitant, prescription du gynécologue. Et la patiente va faire aussi une mammographie dans le même centre de radiologie, mais il n'y a pas de deuxième lecture. Et le cahier des charges est un petit peu moins strict. Il est plus facile d'intégrer dans ce dépistage notamment la tomosynthèse, donc une nouvelle technique d'imagerie mammaire numérique qui peut être intéressante et qui pour l'instant n'est pas encore on va dire intégrée de façon officielle dans le cadre du dépistage organisé. Donc, si je comprends bien, deux types de dépistage et quels enjeux actuels autour de ces dépistages? Donc le dépistage, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. On va en reparler un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de questions autour des dépistages aujourd'hui, avec notamment pour le dépistage organisé, une réflexion autour de sa modernisation en quelque sorte, avec notamment avec l'arrivée de techniques nouvelles ou d'éléments nouveaux. On voit on peut espérer que le dépistage organisé va évoluer. Alors comment est-ce qu'il peut évoluer? D'abord en intégrant les outils numériques. Aujourd'hui, quand on fait de la deuxième lecture, on envoie les clichés films, mais la lecture maintenant des mammographies dans les centres la plupart des centres, dans tous les centres, se fait de manière numérique. Et c'est le cas notamment de la lecture de la tomosynthèse. Et aujourd'hui, le fait que le dépistage organisé ne soit pas numérisé, ça empêche finalement d'envoyer les tomosynthèses pour pouvoir faire une deuxième lecture. Une autre voie de modernisation, c'est aussi la réflexion d'un dépistage qui soit un peu plus personnalisé. Aujourd'hui, le dépistage organisé, ce qui est proposé, c'est la même chose pour toutes les patientes, donc une mammographie tous les 2 ans, quel que soit finalement leur risque personnel. Alors qu'on voit bien que peut-être ça pourrait être intéressant d'adapter ce dépistage au risque de chaque patiente, peut-être faire plus de mammographie à une patiente qui a peut-être un peu plus de risque que la population générale, peut-être moins de mammographie si elle a un risque qui est moins élevé. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation, notamment avec l'étude MyPEPS, qui est une étude européenne, qui justement s'intéresse aux bénéfices éventuels de proposer un dépistage plus personnalisé pour chaque patiente. Et vous nous dites enjeu autour de la modernisation, mais également enjeu autour de la participation à ce dépistage organisé. Et justement, quelle lecture faites-vous de l'évolution de la participation à ce dépistage et quels sont les freins à cette participation? Alors, justement, le principe du dépistage, c'est d'essayer de réduire l'impact de la maladie sur la population générale, donc notamment en termes de survie et en termes de qualité de vie. Et pour arriver à ce genre de résultat, il faut une participation qui soit importante. Alors, ce qui est recommandé, c'est un taux de participation qui soit au moins 60 voire 70%. En France, on tourne plutôt autour de 50%, donc on voit qu'on n'est pas encore du tout au niveau recommandé. Et on a même vu récemment, sur les années récentes, une diminution du taux de participation, avec sur les derniers chiffres, un taux de participation en France qui tourne autour de 40%. Donc on voit qu'on est vraiment loin des recommandations. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté de participation des patientes? D'abord parce que la mammographie, ce n'est pas une expérience qui est très facile, très favorable. C'est-à-dire que les patientes, d'abord il y a l'expérience de la mammographie, de la compression, qui n'est pas toujours un moment très agréable. Et puis il y a surtout l'anxiété qui est associée.
Parce qu'évidemment, quand vous faites un dépistage, il y a un risque qu'on vous trouve quelque chose. Alors vous alliez très bien, vous étiez asymptomatique, et puis il faut aller, peut-être on va vous trouver une maladie et vous allez ressortir de votre dépistage où vous serez devenu une malade porteuse d'un cancer. Donc évidemment c'est anxiogène, c'est difficile et les patientes sont plutôt réticentes quand même fondamentalement à vivre cet événement. Un autre frein, c'est que justement le bénéfice réel de ces examens est peut-être pas forcément très clair aujourd'hui dans la tête de tout le monde. En tout cas, on entend des discours qui sont un petit peu, on va dire, contradictoires, ou certains qui peuvent suggérer que le bénéfice du dépistage n'est pas si important que ça. Et donc, on peut imaginer que les patientes se disent si en plus le bénéfice n'est pas si net, je ne vais pas vivre cette expérience qui est globalement négative. On en reparlera après, je crois, c'est sur la question vraiment du surdiagnostic. Effectivement, on en entend beaucoup de messages qui disent que peut-être on va trouver des cancers qui n'auraient pas évolué et que le bénéfice n'est pas si grand que ça. Un autre élément aussi qu'on a vu récemment sur la taux de participation, c'est l'effet Covid. Évidemment, les patientes ont arrêté de venir faire du dépistage pendant la période Covid, c'est ce qui était recommandé par les sociétés savantes. Et on a vu évidemment un arrêt total des consultations, et on voit que ça a un peu du mal à reprendre. Après cette période-là, le taux de participation est quand même nettement moins important qu'avant. Peut-être que ça a eu un impact dans l'esprit des patientes. Alors justement, vous parliez parmi les freins de cette mauvaise perception du bénéfice réel du dépistage. Qu'en est-il vraiment du surdiagnostic et du surtraitement? Quel est le bénéfice réel du dépistage au fond? Alors, surdiagnostic, qu'est-ce qu'on entend par surdiagnostic, surtraitement? Le surdiagnostic, en fait, c'est le fait de trouver un cancer qui est vraiment un cancer, mais qui finalement n'aurait pas évolué et que donc on a détecté en trop. C'est-à-dire que finalement, celui-là, il n'aurait pas fallu le trouver parce que finalement, si on ne l'avait pas cherché, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc c'est un cancer qu'on a trouvé en trop, et donc forcément, comme aujourd'hui, quand on trouve un cancer, on le traite, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir ceux qui vont évoluer et de faire la différence avec ceux qui ne vont pas évoluer. On propose systématiquement un traitement aux patientes, et donc on peut imaginer qu'il y ait une part de surtraitement de cancer qui n'aurait pas évolué. Alors, quelle est la proportion de ce surdiagnostic? C'est très discuté dans la littérature. Certains ont évoqué à un certain moment qu'il pouvait avoisiner les 40%. Ça paraît très excessif comme chiffre par rapport à ce qu'on peut observer dans la réalité. Probablement qu'on est plus proche des 10%. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que faire une mammographie de façon régulière, ça a un impact très réel sur la survie et sur la morbidité, c'est-à-dire sur la qualité de vie si on vous trouve un cancer du sein. Si on vous trouve un cancer du sein, le fait d'avoir fait une mammographie de façon régulière, ça entraîne que vous avez un risque de mourir de ce cancer du sein qui est de 20 à 40% moins élevé que si vous n'avez jamais fait de mammographie. Donc ça, c'est quand même le chiffre clé. La mammographie, ça diminue le risque de mourir d'un cancer du sein si on le détecte. Et sur justement, puisqu'on parle de chiffres, le vrai taux de surdiagnostic, en fait, il se chiffre à combien? Vous êtes autour de 10%. Ouais. Donc voilà, ça c'est important. Alors, un autre élément, c'est qu'il a été bien montré que la mammographie a un impact sur la survie. Il y a une publication récente qui aussi a montré l'impact positif de la mammographie sur la qualité de vie. C'est-à-dire que, d'accord, on sait qu'on vit plus longtemps, mais en fait, cette étude a montré que non seulement on vivait plus longtemps, mais aussi que l'impact sur l'augmentation de la qualité de vie, en termes de diminution de la lourdeur des traitements, etc., était probablement encore plus important proportionnellement que le bénéfice sur la survie. Donc non seulement on va avoir moins de chances de mourir, on va vivre plus longtemps, mais également les années de vie seront de bien meilleure qualité. Pour terminer, Dr Chamings, on va revenir sur cette dimension de participation au dépistage organisé. Quelles sont les pistes pour améliorer ce taux de participation? Alors c'est un petit peu la conséquence de tout ce qu'on vient de discuter. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour encourager les patientes à venir participer. Alors, je ne sais pas si on l'a bien dit tout à l'heure, mais il y a un des autres freins du dépistage, c'est potentiellement la difficulté de l'accès à ces soins, ou en tout cas à ces mammographies de dépistage. On commence à voir de plus en plus dans certaines régions des difficultés à avoir un rendez-vous pour faire une mammographie. Soit parce que le centre de mammographie est vraiment loin, donc les patientes doivent faire beaucoup de kilomètres pour aller faire la mammographie, soit parce que les délais de rendez-vous sont très longs, et donc ça peut être vraiment démotivant pour prendre un rendez-vous. Donc peut-être la première chose, c'est de réfléchir à l'offre de soins, sachant que les solutions ne sont pas forcément évidentes, parce que ça veut dire qu'il va falloir
des radiologues et que évidemment ça prend du temps à former. Et ce problème du nombre de radiologues sera peut-être quelque chose qui va être difficile à régler. Et le problème risque de s'aggraver un petit peu dans les années qui vont venir. Un autre élément, c'est donc quand même de favoriser la communication autour du dépistage, de passer des messages qui soient le plus clairs possible et qui insistent bien sur le réel bénéfice de faire des mammographies régulières. Alors on sort un petit peu de la comparaison dépistage organisé, individuel, etc., qui sont des sujets un peu presque techniques, j'ai envie de dire. Mais ce qui est important de passer comme message, c'est que le fait de faire une mammographie régulière, eh ben ça diminue la probabilité de mourir d'un cancer du sein si on en trouve un. Et ça améliore aussi la qualité de vie, puisqu'on va avoir des traitements qui vont être moins lourds, avec peut-être des traitements qui vont être plus conservateurs, peut-être des traitements adjuvants moins lourds, c'est-à-dire peut-être moins de chimiothérapie, si on détecte ces cancers lorsqu'ils sont petits. Donc ça, c'est important d'avoir un message qui soit le plus clair et le plus solide possible. Et puis peut-être rendre l'expérience un peu plus favorable pour le patient. Alors il y a aussi ça, effectivement, c'est essayer voilà, que les patientes aient une expérience positive, donc à la fois en termes peut-être de compression, au moment de la réalisation de l'examen, mais aussi de prise en charge globale. C'est vrai qu'arriver dans un centre spécialisé avec un accueil de qualité, où on est accueilli par des gens qui connaissent bien leur métier, qui prennent du temps pour l'accompagnement de la patiente dans cet événement, dans ce moment un petit peu difficile, c'est aussi un élément important. Voilà. Et puis améliorer les choses, comme on l'a dit, peut-être en proposant un dépistage qui soit plus personnalisé. On espère qu'on pourra se servir des résultats de cette étude MyPeps dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, si les patientes se disent, moi, on va me proposer le dépistage qui me correspond à moi et pas m'appliquer un dépistage qui est celui de tout le monde, mais qui ne me correspond peut-être pas, ça va peut-être les encourager à venir faire leurs examens. Si on leur dit, voilà, vous avez tel risque de faire un cancer du sein, on va vous proposer telle surveillance et c'est vraiment adapté à votre situation. Ça peut quand même être aussi un encouragement pour les patientes. Peut-être une dernière dimension qui a trait à l'amélioration des performances, des techniques peut-être. Alors évidemment, plus on va être performant, plus on va détecter les cancers, plus on va détecter ceux qui sont justement des cancers potentiellement évolutifs, donc ceux qui ne sont pas du surdiagnostic, et moins on va faire de faux positifs, c'est-à-dire moins on va trouver d'anomalies qui finalement à la fin sont bénignes et qui auront peut-être bénéficié des biopsies avec de l'anxiété qu'on aura générée pour rien. Donc plus on sera performant, et plus ça sera une expérience positive, j'ai envie de dire, pour les patientes. Voilà, si on dit on va trouver tous les cancers qui posent problème et on ne va jamais trouver de choses qui sont bénignes ou qui peuvent créer de l'anxiété pour rien, voilà, l'expérience sera encore plus positive et pourra favoriser peut-être la participation des patientes. Merci beaucoup, Dr Foucault-Chamings, pour cet éclairage très intéressant sur le dépistage des cancers du sein. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022 pour un prochain Face à Face.